Bonsoir, soyez les bienvenus à notre webinaire. Ce soir, nous aborderons la question des fragilités de notre système alimentaire et comment les surmonter, et tirer les enseignements ou ce que la crise du Covid-19 a révélé. Notre intervenant de ce soir est Romain Dureau. Il est ingénieur agronome et prépare une thèse de doctorat en économie. Ce qu'on a pu constater de manière assez directe pendant cette crise, ça a été plusieurs choses. La première chose, c'est que dans un certain nombre de régions, de villes ou dans la ruralité, une difficulté d'accès aux produits, puisque les livraisons étant difficiles dans certains endroits, on a un certain nombre de nos concitoyens qui ont eu une difficulté d'accès. On a eu aussi des difficultés pour les producteurs, petits producteurs qui vendaient sur les marchés, à partir du moment où les marchés étaient fermés, n'avaient plus accès à ces débouchés. Donc, il y a eu un problème d'étranglement du débouché. Il y a eu aussi une difficulté de main-d'œuvre, puisque on a pu voir qu'un certain nombre de producteurs ne pouvaient pas faire leur récolte, puisqu'il n'y avait plus assez d'ouvriers agricoles pour les aider à récolter. Et donc, notre intervenant de ce soir va aborder toutes ces questions et nous donner quelques propositions pour répondre à ces interrogations. Monsieur Dureau, vous avez la parole. Merci beaucoup Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, tu as fait un résumé un peu de ce qu'on peut dire globalement sur les effets induits par le Covid-19 sur notre système alimentaire. Alors dans le propos liminaire que je vais faire, je vous propose de faire un peu tout ça. Et après, dans nos échanges, on pourra préciser les points qui vous semblent les plus importants pour comprendre un peu ce qui se passe et comment on peut en fait utiliser cette crise comme un point d'appui et dépasser les fragilités qu'on met aujourd'hui en évidence. Pour juste finir de me présenter, ce que j'aimerais dire, c'est que un peu la réflexion que je vais présenter maintenant, ce n'est pas que moi tout seul dans un coin qui réfléchit à ça, c'est des réflexions principalement collectives dans le cadre d'un laboratoire d'idées que j'ai cofondé en février dernier, février 2020, et qui s'appelle Urgence Transformation Agricole et Alimentaire, donc que vous pourrez retrouver en ligne, et on produit régulièrement des analyses, et notamment on va sortir dans la semaine prochaine une première analyse sur les conséquences du Covid concernant l'agriculture et l'alimentation. Donc l'intitulé qu'on a choisi, c'est comment surmonter les fragilités de nos systèmes alimentaires. Le concept de système alimentaire, il n'est pas utilisé au hasard, il est utilisé volontairement. Qu'est-ce qu'on appelle un système alimentaire? Très basiquement, c'est dans la définition initiale qui a été donnée, c'est la manière dont les hommes vont s'organiser dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer la nourriture. Donc, on a dans ce concept-là à la fois la notion de production et de consommation, mais aussi la notion de répartition géographique et de répartition temporelle. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut consommer la nourriture que si on l'a produite, et on ne peut la consommer que si elle est disponible et accessible à un instant T et à un endroit donné. Donc, il y a trois notions clés qu'il va falloir interroger. C'est premièrement la notion de disponibilité. Donc, ça relève de la quantité produite, quantité de nourriture produite. La notion d'accessibilité, donc que ce soit l'accessibilité financière ou alors l'accessibilité dans le temps et dans l'espace. Et troisième notion, évidemment, c'est la notion d'équilibre du régime alimentaire en termes de diversité de sources nutritives et en termes de qualité sanitaire et qualité nutritive. Donc la notion de système alimentaire, elle recouvre tout ça. Donc vous voyez qu'en un quart d'heure, on ne peut pas tout dire, mais c'est une notion qui est vraiment intéressante parce qu'elle permet à la fois d'étudier un aspect particulier, mais aussi de le mettre en lien avec tout un tas d'autres éléments. Donc, comme on dit, de la fourche à la fourchette.
Ce qu'on peut dire sur les effets induits par le Covid-19 sur notre système alimentaire, c'est premièrement, on s'en est rendu compte toutes et tous parce qu'on est des consommateurs, ça a eu un effet sur les prix de la nourriture, des aliments disponibles dans un certain nombre de supermarchés du pays. Alors, on a vu un effet sur les prix, c'est ce que nous dit UFC Que Choisir, entre la première semaine de mars et la première semaine d'avril, donc entre le début du confinement et la semaine avant le confinement et la 4e semaine de confinement, le prix du panier moyen a augmenté de 2,5%. Donc c'est quand même assez significatif. Le plus significatif pour les gens, ce qui était déjà le plus cher, c'est les fruits et légumes. On se rend compte que les fruits et légumes ont augmenté le prix a augmenté de 9%. Mais on pourrait aussi prendre d'autres produits de première nécessité, ce serait vrai aussi. Et le cas le plus emblématique et qui va vous parler le plus, c'est celui de la farine. La farine, UFC Que Choisir s'est rendu compte que le nombre de références disponibles en rayon avait diminué de 38%, ce qui peut donner une impression de pénurie parce que les rayons où il devait y avoir différentes catégories, différentes marques, différents types de farine sont vides. Et dans le même temps, les prix de la farine en rayon ont augmenté de 14%. Donc c'est assez important. Et je prendrai l'exemple de la farine pour expliquer un peu d'où viennent ces augmentations de prix. Donc, premier effet, c'est l'impression, l'effet de manque de référence et l'augmentation des prix. Deuxième effet, qui est un effet induit, c'est que les grandes surfaces ont généré beaucoup moins d'invendus et donc les dons faits à l'aide alimentaire ont fortement baissé. Donc, moins de dons, moins d'aide alimentaire disponible, moins de centres de distribution ouverts également du fait du confinement. Et donc ça, vous comprenez bien, ça a impacté très directement les plus fragiles, les plus vulnérables du pays. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'aide alimentaire, la précarité alimentaire concerne quand même 12% de la population, c'est-à-dire 6 millions de Françaises et de Français qui ont recours régulièrement à l'aide alimentaire. Donc, augmentation des prix dans les grandes surfaces, baisse de l'aide alimentaire, on voit que ça crée des tensions sur l'accès à l'alimentation. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'accessibilité, les prix pour l'alimentation quotidienne. Alors, d'où sont venues ces augmentations de prix? Parce que là, vous savez que le blé que l'on consomme actuellement, c'est le blé de la récolte passée et que la récolte à venir va commencer d'ici quelques mois. Donc, on ne manque pas en réalité de produits, de matières premières. On ne manque pas de blé, notamment de blé tendre qui est utilisé pour faire la farine. On en a même suffisamment. Si on prend cet exemple, on produit en réalité 230% de nos besoins en blé tendre. Donc, on est largement excédentaire, comme on dit. Mais il y a déjà 50% de ce blé qui est exporté sur différents marchés, que ce soit pour l'Afrique de l'Ouest, au sein du marché européen ou alors en Chine, par exemple. Donc, ce n'est pas un problème de disponibilité, mais par contre, il y a eu, du point de vue logistique, des rigidités dans l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois que les meuniers qui fabriquent la farine en France tournent peut-être plus vite pour répondre à la demande qui a augmenté pour la farine de grande consommation, celle que l'on consomme vous et moi, qu'on a dans nos placards de cuisine, du fait du confinement. On a observé un changement du mode de consommation. On s'est mis à acheter beaucoup moins de pain, notamment en boulangerie, et à consommer plus de farine dans nos cuisines pour soit fabriquer notre pain, soit faire des gâteaux. Et ça, ce n'est pas anecdotique, parce que 50% de la farine de grande consommation que l'on a dans nos placards de cuisine est importée d'Allemagne, d'Italie, qui eux-mêmes, ces pays-là, font face à des problèmes logistiques du fait de la crise du Covid. Donc, c'est pour ça que vous avez eu l'impression d'avoir des manques de certaines références, voire des pénuries de farine dans certains moments. Non pas que l'on manque de blé, mais parce que le fait que notre système alimentaire soit
soit dépendant du marché européen, soit globalisé pour d'autres exemples que le blé, c'est notamment le cas pour les oléoprotéagineux, le soja, etc., eh bien, ça crée ce genre de tension dans les rouages, et donc ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes d'accessibilité à un temps T pour certains aliments. Autre problématique qui a été mise en évidence par la crise du coronavirus, c'est l'incapacité, non pas cette fois-ci, à s'approvisionner en matières premières agricoles et en aliments, mais à trouver des débouchés pour ce que l'on produit nous. Parce que je vous ai dit qu'on exportait beaucoup de blé, mais qu'on importait de la farine, je vous ai dit qu'on importait des oléoprotéagineux. En fait, on produit beaucoup du point de vue agricole, on est excédentaire, mais on n'est pas excédentaire sur tout. On a fait des choix de se spécialiser dans telle ou telle production. Et donc, quand il y a des problèmes de débouchés sur les marchés à l'export, eh ben ça fait que nos agriculteurs se retrouvent avec des excédents, des surplus qui ne peuvent plus commercialiser à l'extérieur, mais ils ont aussi du mal à trouver des débouchés au sein du marché domestique parce que, vous allez le comprendre très facilement, la hausse de la consommation domestique de farine s'est faite au détriment de la consommation de pain en boulangerie. Eh ben, c'est un résultat économique qui est connu. La demande alimentaire ne change pas, même si vous bougez les prix, même si vous proposez plus d'un produit, vous n'allez pas forcément en consommer plus. C'est ce qu'on appelle l'inélasticité de la demande alimentaire. Eh ben, les éleveurs, par exemple, français, se sont retrouvés dans cette situation où certains marchés à l'export pour le lait, c'est le cas en Chine, pour certains débouchés pour la viande bovine, ont diminué du fait de la baisse de la restauration hors domicile dans ces pays-là. Et donc, les éleveurs se sont retrouvés avec leur viande, leurs animaux vivants qui étaient prêts à être abattus ou alors exportés, et ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient plus les débouchés. Donc, ils ont cherché à trouver des débouchés sur le marché intérieur, sur le marché français, sauf que il n'y a pas eu d'ajustement à court terme entre le prix et la demande, entre l'offre et la demande. Et donc, les éleveurs français, aujourd'hui, ils vendent encore leur viande à un coût inférieur au coût de production. 1 euro par kilo inférieur au coût de production. Ça veut dire que par chaque kilo qu'ils vendent, ils auront perdu 1 euro par rapport au coût de production. Et la Fédération nationale bovine a interpellé le gouvernement et le ministre de l'Agriculture là-dessus pour qu'ils mettent en place un prix minimum garanti, pour en gros mettre en place ce qui est classiquement le cas dans le commerce, l'interdiction de vendre à perte, et le ministre l'a refusé. Donc, on se retrouve en fait avec des marchés qui dysfonctionnent, l'offre et la demande ne s'équilibrent pas, les prix ne s'équilibrent pas parce qu'il y a cette logique du bas coût et cette logique d'avoir des prix compétitifs sur les marchés à l'export. Enfin, dernier problème qui est mis en évidence par la crise du Covid, vous avez vu Didier Guillaume faire un appel larmoyant à la télé à ce sujet-là, c'est le manque de main-d'œuvre pour réaliser un certain nombre de travaux agricoles. Donc Didier Guillaume, il a appelé l'armée des ombres. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est. L'armée des ombres, c'est un peu une belle figure de style. Ça veut dire en gros tous ceux qui prétendument ne font rien. Donc si bête Njai pensait que c'était les profs, voilà, tous ceux qui ne font rien actuellement ont été invités à se porter volontaires pour aller travailler dans les champs. Pourquoi est-ce que le ministre en est arrivé là? C'est parce que normalement, à cette période de l'année particulièrement, qui est la période où un certain nombre de travaux très gourmands en main-d'œuvre, je pense aux récoltes en maraîchage, aux vendanges, mais aussi aux travaux de semis, de plantation, qui sont gourmands en main-d'œuvre, eh bien l'agriculture fait appel à une main-d'œuvre saisonnière. C'est entre 40 000 et 280 000 travailleurs saisonniers chaque année dans l'agriculture. Et cette main-d'œuvre saisonnière, elle est de plus en plus étrangère. La main-d'œuvre saisonnière étrangère, c'est 40% du travail saisonnier en agriculture en France. Et c'est de plus en plus des travailleurs sous statut détaché. Donc, à la faveur de la directive européenne sur ce sujet.
c'est une augmentation exponentielle là, qu'on observe sur le travail détaché, puisque en 2016, c'était à peu près 20 000 travailleurs détachés en France, en agriculture, et c'est 67 000 en 2017. Donc, du fait de la fermeture des frontières, des effets du confinement, des restrictions de mouvement de personnes, eh bien, l'agriculture se retrouvait sans cette main-d'œuvre saisonnière étrangère pour venir travailler dans les champs. Et donc, ils ont dû faire appel à la main-d'œuvre française qui était disponible, ou prétendument disponible pour cela. Alors, j'aimerais juste expliquer pourquoi est-ce qu'on on en est arrivé à manquer cruellement de main-d'œuvre dans l'agriculture française. C'est pas venu de nulle part. C'est venu du fait que la logique d'après-guerre, donc des années 50, prévaut encore aujourd'hui. Et cette logique était, vous allez la comprendre du point de vue historique, c'était de dire on a un continent européen qui est ravagé par la Seconde Guerre mondiale, on a besoin de libérer des bras pour les industries, pour le bâtiment, pour les services, et donc ils ont été tapés dans le stock où il y avait le plus de main-d'œuvre, le plus d'actifs dans le pays, c'était l'agriculture, qui à l'époque représentait 20-30% des actifs français en France. Et donc, ils ont cherché à augmenter la productivité du travail, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque travailleur agricole produise davantage que par le passé. Et donc, ils ont réussi ça, ils ont réussi ce pari, ils ont fait en sorte qu'un agriculteur des années 2000 produit 10 fois plus qu'un agriculteur des années 45. Sauf que, évidemment, ça s'est traduit aussi par une baisse du nombre d'agriculteurs eux-mêmes, de travailleurs agricoles permanents. Et ce qui fait que pendant les pics de travail, on est obligé de recourir à ce travail saisonnier. Et j'ai envie de dire, plus le travail permanent a chuté, plus le recours au travail saisonnier a été nécessaire et important. Donc, voilà, pour faire un peu un tableau d'ensemble de ce qui s'est passé, je dirais qu'on a eu un condensé des dysfonctionnements du système alimentaire actuel. D'une part, le fait que les prix ne sont absolument pas régulés, que ce soit les prix payés aux producteurs pour rémunérer leur travail ou que ce soit les prix à la consommation disponibles en rayon pour les mangeurs. On a aussi un condensé du fait que notre système alimentaire est complètement globalisé. Globalement, en France, on importe 20% de notre alimentation. Donc, on est bien loin du projet de souveraineté alimentaire porté initialement après-guerre. Et toutes ces fragilités sont mises en exergue par cette espèce de grain de sable qui vient un peu tout bloquer, tout perturber. Et on se rend compte qu'on est très dépendant en fait, des marchés internationaux pour vendre, pour acheter, et qu'au final, ça nous met dans des situations où si une telle crise devait durer ou devait se répéter, on aurait de vrais problèmes pour avoir accès à un certain nombre de denrées alimentaires qui ne sont pas des denrées alimentaires annexes, qui sont des denrées alimentaires de première nécessité. La farine, par exemple, c'est de première nécessité. Donc, il y a à la fois l'enjeu de relocaliser les productions elles-mêmes, notamment la production de fruits et légumes, puisqu'on importe 50% des fruits et légumes qu'on consomme, la production d'oléoprotéagineux, notamment les protéines à destination de l'alimentation animale, qui aujourd'hui est importé d'Amérique latine, c'est du soja OGM qui est produit dans des conditions sociales et environnementales absolument immondes. Et on a aussi l'enjeu de relocaliser, de restructurer un véritable système alimentaire territorial qui comprendra la production, la transformation. Donc, il faut par exemple les meuniers pour transformer suffisamment de blé tendre en farine. Il faut les abattoirs locaux, il faut les ateliers de découpe pour qu'on puisse trouver des débouchés locaux à, par exemple, la viande bovine qui est produite dans les territoires de moyenne montagne. Donc, c'est l'ensemble du système qu'il faut reconsidérer. C'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer ce que c'était qu'un système alimentaire, parce qu'il ne suffit pas de produire. Il faut aussi transformer, commercialiser, distribuer. Et il ne suffit pas de manger, il faut aussi sécuriser l'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que la relocalisation, c'est un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire. Voilà. Bien. Donc, si vous avez des premières interventions,
Je m'adresse aux participants ou des questions. Eh bien, à ce moment-là, vous levez la main, vous vous manifestez, puis je vous donnerai la parole. Pas de demande d'intervention? Soit j'ai trop clair, soit je n'ai pas été assez. Je ne sais pas. Non, très bien. Très clair. Bien, j'avais une question, je suis désolée, ma connexion a eu un problème pendant quelques minutes. J'avais une question en fait justement sur la question sur la restructuration de ramener nos productions. Est-ce que vous pensez qu'avec l'Union européenne dans laquelle on vit actuellement et avec le développement plutôt en fait des accords bilatéraux par exemple, etc., comment on va vers justement plutôt une souveraineté alimentaire et un nouveau système qui soit justement territorial? Je ne sais pas si... Ouais. Je pars, on prend plusieurs questions, je réponds au fur Oui, et à oui, mesure. prenez plusieurs questions et puis. Alors moi j'ai une question. C'est vous avez comment en fait dans le cadre de l'Union européenne ou en fait avec les directives travailleurs détachés, il y a une mise en place en fait d'une compétition coût sur le coût du travail et en réalité sur le décalage dans le temps du salaire différé, c'est-à-dire des cotisations sociales. Comment, en fait, un producteur français qui voudrait, ou producteur actuel, ou un candidat qui voudrait se lancer dans l'agriculture au sens le plus large du terme, pourrait survivre économiquement à partir du moment où, dès le départ, il est mis en concurrence avec d'autres producteurs qui eux-mêmes n'utilisent pas des salaires de même niveau. Et je ne parle pas du prix horaire, je parle justement de la compétition sur en fait, le non-paiement de cotisations sociales. Hein. Et donc, comment en fait, en réalité, est-ce que, quel que soit l'État européen, pourrait-il conserver une agriculture nationale s'il ne s'applique pas à lui-même, en fait, les conséquences des règles européennes, en particulier de travailleurs détachés? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une autre aussi encore, sur du coup plutôt du point de vue des industries agroalimentaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut, via il y a un développement de la RSE actuellement, donc de la responsabilité sociétale des entreprises, est-ce qu'on peut s'appuyer, une action publique peut s'appuyer sur la RSE pour encourager les industries agroalimentaires dans justement un développement social et environnemental aussi un nouveau système alimentaire? Ok. Je vous invite à répondre. Ouais. Bon, en gros, il y a deux questions. Il y a la question globalement de la concurrence et du libre-échange, et puis la question un peu des règles que l'on fixe aux acteurs de l'agroalimentaire. Alors, c'est bien évident que, et c'est ce qui est le choix qui a été fait, un choix délibéré, c'est bien évident que si l'agriculture reste dans la logique de libre-échange et de mise en concurrence entre des économies qui ne proposent pas les mêmes droits pour les salariés, qui ne proposent pas non plus les mêmes règles environnementales, qui ne proposent pas non plus les mêmes conditions globales de production, je pense au climat, je pense au sol, etc. Il est bien évident que ça va être très compliqué de relocaliser l'agriculture si on ne met pas en place un certain nombre de protections. Je m'explique. Ce qu'on fait aujourd'hui, la théorie qu'on applique aujourd'hui à l'agriculture s'appelle la théorie des avantages comparatifs. C'est une théorie libérale qui a été théorisée par un Britannique, David Ricardo, et qui explique la chose suivante. Ils disent que on gagnera collectivement si chaque pays se spécialise dans la production pour laquelle il est meilleur comparativement aux autres productions. Donc, par exemple, si
j'ai des conditions de sol, de climat qui sont très performantes pour produire des céréales, je vais faire des céréales. Et donc, puisque je me spécialise, eh bien, je vais manquer d'un certain nombre d'autres produits que je vais importer. Et ce n'est pas grave parce que je vais être très, très compétitif sur les céréales. Donc, je vais avoir la valeur ajoutée que je vais pouvoir réinvestir pour importer. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, il y a beaucoup d'éléments qui viennent un peu contrecarrer cette vision théorique. Notamment le fait qu'aujourd'hui, les avantages qu'on appelle les avantages comparatifs, ils ne sont pas liés à des conditions naturelles de production, le sol, le climat, mais ils sont liés à des conditions artificielles de production, par exemple l'usage de pesticides, etc. Et ils sont liés aussi à une course aux bas salaires, ils sont liés à un code du travail, à des droits du travail qui sont néfastes pour les travailleurs dans beaucoup d'autres pays. Et donc, cette concurrence, elle ne se fait pas sur des critères d'intérêt général, elle ne se fait pas pour dire on est plus performant parce qu'on a un climat performant, mais on a des avantages parce qu'on maltraite les travailleurs et parce qu'on pollue allègrement. Donc, du point de vue de l'intérêt général, on ne peut pas accepter cette logique-là, des avantages comparatifs qui nous amènent à une fuite en avant antisociale et anti-écologique. Donc, à partir de là, on peut critiquer fortement la volonté de l'agriculture française et européenne de s'insérer dans les marchés internationaux et de vouloir chercher à être compétitif. Parce que, par exemple, on ne sera pas compétitif avec le soja OGM brésilien qui est issu de la déforestation, qui exproprie les petits paysans brésiliens qui vont après crever de faim dans les favelas, les bidonvilles, et qui utilise des OGM avec tout ce que ça comporte de risques pour l'environnement et la santé des consommateurs. Donc, si effectivement on continue dans cette voie, on va tuer l'agriculture et on va en particulier tuer notre agriculture vivrière, l'agriculture de qualité qu'on essaie de mettre en place en France et que beaucoup de producteurs essaient de mettre en place. Donc, si on veut pouvoir avoir une agriculture de qualité qui rémunère correctement les travailleurs et qui respecte l'environnement, il faut sortir l'agriculture des logiques de libre-échange et assumer une forme d'exception agricole, une forme d'exception alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'exportera jamais rien, mais ça veut dire qu'on rompt avec la logique d'exportation de masse de ces produits bas de gamme, bas coût sur le marché avec un fort coût environnemental, par exemple. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Et ça, vous ne les retrouvez pas dans le prix que vous payez en rayon, et vous le retrouvez sur votre feuille d'impôt, parce que l'eau polluée aux pesticides et aux nitrates, c'est nous qui la dépolluons et qui payons pour la dépolluer. Donc, il faut protéger l'agriculture française et européenne des importations qui ne respectent pas des normes sociales et environnementales qui nous semblent légitimes. Donc, soit on met en place des barrières tarifaires, soit on met en place des interdictions d'importation, soit on met en place, c'est une proposition de la Confédération paysanne, un prix minimum d'entrée, dans une logique de protectionnisme solidaire. Par exemple, on veut importer n'importe quel produit comme un fruit et légumes qui est importé d'Espagne actuellement, on va mettre en place un prix minimum d'entrée qui va faire que ce fruit ou légume espagnol ne deviendra pas moins cher sur le marché français par rapport aux produits locaux. Donc on ne cherche pas à rentrer, ce n'est pas une logique belliqueuse, bien au contraire, c'est une logique d'apaisement sur les marchés internationaux et de se dire que l'agriculture et l'alimentation, ce sont des produits qui sont bien trop importants pour être livrés à la logique pure de marché. Sur ce protectionnisme, alors on pourrait y revenir si vous voulez des détails, mais je pense que c'est important de dire ça. Alors évidemment, la conséquence, c'est qu'on arrête de signer des accords de libre-échange incluant des produits agricoles.
C'est pour ça qu'on a été un certain nombre, beaucoup de parlementaires français aussi, à s'opposer au CETA, au TAFTA et à tous ces accords de libre-échange qui utilisaient l'agriculture française comme monnaie d'échange pour ces accords internationaux. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça parce que quand on regarde ce qu'on gagne en exportant des produits agricoles, on se rend compte que sur les produits bas de gamme, les produits standards, comme le blé, ce genre de choses, la viande, on va dire, classique, on ne gagne pas beaucoup en termes monétaires. On gagne même quasiment rien. Et on se rend compte que le gros de notre excédent agroalimentaire, il est construit grâce à des produits à haute valeur ajoutée, des produits de qualité. Ce sont des vins, ce sont des alcools type cognac, ce sont des fromages AOP, etc. Notre excédent agroalimentaire ne se construira jamais avec une production de masse ne cherchant pas la qualité. Donc, même si on veut avoir une logique exportatrice, à moins de continuer à utiliser ça comme monnaie d'échange dans des accords bilatéraux, on n'a aucun intérêt économique à continuer ce genre de pratique. Alors maintenant, sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à revoir dans le fonctionnement des industries agroalimentaires et ça passe pour moi par la loi. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est ce que je vous disais par exemple avec le prix payé aux producteurs de viande, il n'y a aucune règle qui impose le partage de la valeur ajoutée au sein des filières agricoles. Ce qui fait qu'on peut très bien, et en plus, comme les marchés agricoles dysfonctionnent, ce sont les industriels qui fixent les prix. Ils sont en situation de force, donc ils fixent les prix qu'ils veulent. Et ils vont fixer un prix qui va être d'autant plus faible que la concurrence sur les marchés internationaux sera élevée. On doit fixer un cadre réglementaire, un cadre légal qui va dire notamment il y a un coût de production, c'est-à-dire les intrants agricoles, les matières premières pour les semences, etc. Pour produire notre alimentation, ça a un coût. Le travail agricole, ça a un coût. Bien élever une vache, ça a un coût. Et il faut que le prix payé au producteur soit au moins égal à ce coût de production. Ça pourrait très bien être une loi, très basiquement, qui fixe un prix minimum garanti pour les éleveurs, qui va empêcher les industriels d'imposer des prix non rémunérateurs aux producteurs agricoles. Et après, dans le processus de transformation, dans le processus de commercialisation, on peut aussi mettre un certain nombre de règles. Je pense par exemple aux additifs qui sont mis dans les produits agroalimentaires, dont certains, voire même beaucoup, sont suspectés d'être cancérogènes, etc. Donc là, c'est pareil, la loi pourrait intervenir. Et petite anecdote, ça a été proposé. L'interdiction des additifs alimentaires a été proposée, hormis ceux autorisés en bio aujourd'hui, par le député Loïc Prud'homme, et ça a été refusé par la majorité. Et ce qu'explique Prud'homme dans son bouquin, dans un bouquin qu'il a publié qui fait état de son expérience, c'est qu'aujourd'hui, en gros, la RSE, elle repose que sur des engagements volontaires. C'est-à-dire, on dit aux industriels, bah, écoutez, soyez sympas, faites un petit peu mieux. Alors, ils vont faire un petit peu mieux à partir du moment où il va y avoir un marché pour moi j'appelle ça un marché de greenwashing parce que ça reste un produit, ça reste souvent des produits hautement transformés, des produits industriels qui ne sont pas spécialement bons pour la santé, même s'il y a un petit peu moins d'additifs. Mais globalement, la masse de l'alimentation, ce sera toujours cette malbouffe industrielle tant qu'il n'y aura pas eu une loi qui permettra de réguler tout ça et tant qu'il y aura une masse de gens qui resteront dans une forme de pauvreté, qui ne pourront pas aller vers des produits de meilleure qualité, qui coûtent nécessairement plus cher parce que derrière, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de savoir-faire pour le produire par rapport à la nourriture industrielle. J'ai plusieurs questions là, sur la page Facebook ou par message. Alors, première question, donc je vous les lis. Dans ce contexte à la fois d'exportation, de besoin de main-d'œuvre et de production à destination des professionnels et des particuliers,
est-ce que le bio et la multiplication des petites exploitations est un système viable? Ça, c'est la première question. Seconde question, c'est avez-vous connaissance de problèmes d'approvisionnement similaires dans d'autres pays européens? Après, j'ai une autre question. Alors, comment est-il possible d'engager une relocalisation de production agricole? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il serait possible de commencer plus rapidement que d'autres? Par exemple, le blé et la meunerie, car en fait, depuis 2016, on importe du blé allemand. Puis peut-être un point sur la différence de blé, puisque vous avez dit qu'on était excédentaire en blé tendre. Voilà, le blé allemand, on peut pas expliquer est-ce qu'on peut expliquer la différence sur les coûts de main-d'œuvre ou est-ce que c'est une autre explication sur le fait qu'on importe du blé allemand? Toujours dans le même cadre. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible d'interdire ou est-ce qu'on ne devrait pas interdire pendant quelques années un moratoire en quelque sorte sur les travailleurs détachés et créer une sorte de statut de travailleurs saisonniers mais permanent, donc travaillerait pendant la saison, mais il aurait un statut qui serait permanent, peut-être comme celui des intermittents du spectacle, hein, qui doivent avoir travaillé un certain nombre de jours dans l'année pour pouvoir bénéficier du statut d'intermittent du spectacle, donc peut-être des intermittents agricoles. Est-ce que cela pourrait être une opportunité pour sortir ensuite de Covid, de mise en place de politiques nationales indispensables pour, en particulier, lutter contre le chômage. J'ai une question personnelle qui est, vous avez parlé de la concurrence internationale, mais vous avez donné l'exemple de l'Espagne. Comment mettre en place des règles protectrices au sein du marché unique et du marché intérieur? Je vous remercie. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Je ne sais pas si je vais faire des paquets. Sur le bio, la viabilité des petites fermes. Il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'il y a des exploitations bio qui tournent très bien, il y a des exploitations qui ne sont pas en bio qui tournent très bien, il y a des exploitations bio qui sont plus en difficulté que d'autres. Ça dépend en fait de tellement de facteurs que c'est pas, je ne généraliserai pas ça comme ça. Maintenant, il est bien évident qu'une exploitation qui va choisir de s'orienter vers une production agroécologique, par exemple le bio, elle va faire le choix d'avoir moins de charges en termes d'intrants, parce qu'elle ne va pas consommer de pesticides, elle ne va pas consommer d'engrais chimiques, donc elle va se donner les moyens de ce qu'on appelle l'autonomie sur la ferme. C'est-à-dire qu'elle va maîtriser de A à Z sa production. Donc déjà, c'est un facteur de solidité du système de production. Ensuite, cette ferme-là, elle va avoir normalement une plus grande diversité de cultures sur sa ferme. Elle ne va pas faire que des céréales, par exemple. Elle va faire des céréales, elle va faire des oléoprotéagineux, elle va faire des rotations longues dans le temps sur sa parcelle, elle va faire passer du blé, du tournesol, des légumineuses, du pois, des févroles, tout ça. Donc, elle va avoir plus de diversité. Qui dit plus de diversité, dit plus de résilience aux aléas climatiques. Donc, elle sera plus à même de résister et de se relever quand elle fera face à un aléa. Et ensuite, cette ferme, normalement, elle va avoir des produits de qualité, des produits sous label, bio notamment, qui sont censés mieux rémunérer le producteur parce qu'on valorise le fait qu'il n'y a pas d'externalité négative, c'est-à-dire qu'il ne pollue pas avec des pesticides, il n'y a pas d'externalité négative sur la santé, notamment on va éviter les maladies chroniques liées aux produits, aux pesticides, aux additifs alimentaires, etc. Donc, cette ferme, normalement, elle se donne tous les atouts pour être plus stable et pour être plus rémunératrice pour le producteur. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est parce que le bio fonctionne encore aujourd'hui comme une niche, ce qu'on appelle une niche.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se généraliser, elle peut tout à fait le faire, mais dans ce cas-là, il va falloir faire attention à ce que le bio ne retombe pas dans le même écueil que l'agriculture conventionnelle du point de vue de la gestion des marchés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence les bio entre eux. Et ça, c'est le grand débat qu'il y a sur ce qu'on appelle le changement d'échelle de la bio. C'est est-ce que, par exemple, une tomate produite dans une serre hors sol en hydroponie avec juste des nutriments apportés par une solution nutritive, mais une tomate qui n'est pas liée au sol, qui n'est pas une variété, par exemple paysanne, une variété locale, qui reste les mêmes semences conventionnelles quelque part, qui, on le sait bien, ne sont pas très nutritives, sont gorgées d'eau, etc. Est-ce que ces tomates-là pourraient être bio? Potentiellement, elles pourraient, tant que les agriculteurs bio tiennent bon sur leur cahier des charges, ce ne sera pas le cas. Mais la question peut se poser et on voit le label bio être attaqué par les industriels qui veulent pouvoir produire massivement du bio parce qu'ils savent qu'ils se font des marges plus importantes sur ces produits. Donc, il faut réguler les marges des intermédiaires, y compris sur les produits bio, parce qu'elles sont très importantes. Et je vous parlais des fruits et légumes tout à l'heure, 9% d'augmentation sur les prix en moyenne, c'est 12% sur les produits bio et 6% sur les produits conventionnels. Donc voilà, aujourd'hui, le public du bio, c'est un public qui accepte de mettre plus cher dans son alimentation, et c'est très bien, mais il faut veiller au bon partage de la valeur ajoutée, et c'est la condition pour que les petites fermes bio, locales, paysannes, puissent continuer à être viables, c'est qu'on ne livre pas le bio aux industriels. Sur l'approvisionnement, alors il y a d'autres pays européens qui sont sous tension pour l'approvisionnement, c'est vrai, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des problèmes avec les importations de farine issues d'Allemagne et d'Italie, hein, c'est qu'ils font attention à ce qu'ils exportent, ils ont réduit leurs exportations. L'Italie continue de nous importer des broutards, donc des jeunes bovins, pour leur marché parce qu'ils en ont besoin. Ils ont une demande à faire vivre, à satisfaire. Et si pour une raison ou pour une autre, la France arrêtait d'exporter ses broutards, ça pourrait poser problème pour les Italiens. Enfin, donc, tout le monde est quelque part un peu logé à la même enseigne au sein du marché européen, parce que c'est la même politique agricole qui s'applique à tous ces pays-là. Maintenant, je voudrais faire un petit recul sur d'autres pays hors Union européenne, parce que c'est quand même intéressant de se rendre compte que d'autres pays ont une stratégie légèrement différente, très différente. Je pense à la Russie, qui normalement est le premier exportateur de blé, qui l'a restreint ses exportations de blé, fait des stocks pour anticiper probablement un risque de pénurie ou autre chose. Ça peut être aussi une stratégie de spéculation sur les marchés, de pouvoir libérer du blé au moment où le prix sera le plus haut. Enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas de stratégies, mais en tout cas, au niveau mondial, on observe des stratégies assez variées. Et ça pose problème parce qu'il y a beaucoup de régions du monde qui sont dépendantes des importations de céréales pour leur alimentation quotidienne. Et si les pays restreignent trop les exportations, ça va entraîner une flambée des prix sur les marchés internationaux et les plus pauvres ne pourront pas manger. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008. Donc ce système mondialisé, globalisé, il est vicieux parce qu'on ne construit pas des systèmes alimentaires locaux, voire on les détruit. C'est le cas en Afrique de l'Ouest, où quand nous, on exporte de la poudre de lait subventionnée par l'Union européenne sur ces marchés ouest-africains, bah, ça déstabilise les petits éleveurs, etc. Donc, c'est très vicieux et ça ne répond pas à l'objectif de sécurité alimentaire, surtout en période de crise. Sur l'aspect relocalisation, par où commencer, comment faire? Et je vais répondre à la question aussi sur le marché unique européen parce que c'est parfaitement lié. L'Union européenne exporte beaucoup, mais importe beaucoup, je l'ai dit. Donc, le travail à faire, il est évidemment sur les productions
que l'on importe massivement aujourd'hui et que l'on pourrait produire au moins en Europe. C'est le cas pour les oléoprotéagineux, donc par exemple tout ce qui produit de l'huile, et pour les protéines. Donc ça, on pourrait très bien, et il faudrait relocaliser la production de protéines, notamment pour l'alimentation animale, mais pas que. Ça sera aussi bénéfique pour réaliser la transition écologique de la production agricole, parce que les légumineuses servent en quelque sorte, pour aller très vite, de substitut aux engrais chimiques pour la captation de l'azote. Donc on a besoin de relocaliser pour tout un tas de raisons. Mais donc, en fait, cette politique de relocalisation, elle ne peut pas se penser au niveau européen. On peut avoir des politiques européennes qui vont dans ce sens, mais ça doit forcément être pensé au niveau national parce que globalement, au niveau national, on est capable d'avoir des stratégies alimentaires qui s'appuient sur les territoires, qui s'appuient sur les collectivités locales, etc. Ce que ne peut pas faire l'Union européenne, très clairement. Donc, moi, je commencerai par la relocalisation des protéines, des protéagineux. Donc, on remettre dans les rotations de la luzerne pour nourrir les animaux, mais aussi mettre du pois, mettre des haricots, etc. Tout ce qui peut capter de l'azote du point de vue agronomique et tout ce qui peut produire des aliments riches en protéines. Ensuite, il y a la question des fruits et légumes, où là, il va falloir aussi relocaliser tout ça parce que ce sont des aliments de première nécessité, surtout pour avoir un régime alimentaire équilibré, ce que je disais au début. Donc là, il va falloir notamment avoir une politique agricole qui soutienne le maraîchage et donc qui soutienne l'emploi agricole, le travail. Parce qu'en grande culture, en culture céréalière, c'est ce qu'on fait, on peut agrandir les exploitations, on peut utiliser des machines de plus en plus grosses, on peut utiliser des semences industrielles, de la monoculture avec le même épi de blé, génétiquement le même épi de blé sur une dizaine, une centaine d'hectares, ça ne va pas poser problème. On peut faire ça et on va avoir besoin de très peu de main-d'œuvre pour le faire, avec une limite qui est qu'il y a malgré tout très peu d'économies d'échelle en agriculture. Pour le maraîchage, on ne peut pas faire ça, on a besoin de main-d'œuvre parce que voilà, on ne récolte pas des fruits et légumes avec une moissonneuse-batteuse, pour caricaturer. Et donc ça veut dire qu'il faut que la politique agricole commune européenne ou alors la politique agricole nationale qui s'y substituerait, si on allait jusqu'au bout d'une logique de rapport de force, cette politique agricole alternative devrait soutenir le travail et non pas l'agrandissement des exploitations. Vous savez qu'aujourd'hui, les aides européennes sont réparties à l'hectare, donc plus vous êtes gros, plus vous touchez. Ça a été un petit peu modéré avec la dernière réforme de la PAC, mais cette logique reste vraie. Il faudrait que ces aides soient plafonnées par actif agricole pour dire, ben voilà, si nous on considère que pour faire une agriculture de qualité et pour faire vivre aussi un tissu social dans les territoires ruraux, il faut de l'emploi, et ben on soutient l'emploi et on ne soutient pas l'industrialisation des procédés. Et là, on va se heurter aux règles et à la mise en concurrence des travailleurs au sein du marché unique européen. Ça va me permettre de faire la transition avec les saisonniers. Et par exemple, le coût du travail, vous me pardonnez le terme, mais c'est le terme économique consacré. Le travail est mieux rémunéré en France qu'en Espagne, par exemple, le travail agricole. Le travail agricole en France coûte 1,7 fois plus que le travail agricole en Espagne, en maraîchage. Donc, ça veut dire que on sera forcément mauvais en termes de compétitivité-prix. Donc, il faut entamer un dialogue et s'il faut ne pas avoir peur d'aller dans un rapport de force avec les Espagnols en leur disant, ben voilà, nous, les travailleurs agricoles français, ils sont mieux rémunérés. Éventuellement, on peut dire on interdit un certain nombre de pesticides qui sont nocifs pour l'environnement et la santé, donc on ne veut pas non plus les importer. Donc, on met une protection aux frontières nationales en disant on n'est pas contre importer certains fruits et légumes d'Espagne à condition qu'ils soient produits dans les mêmes conditions sociales et environnementales. Donc, en cela, le statut du travail détaché, oui, il faut le remettre en cause. Moi, personnellement, je suis pour la suppression de la directive travail détaché parce qu'elle
ce statut porte en lui-même la fraude. C'est comme ça. Il porte en lui-même la fraude. Il y a eu un rapport du ministère du Travail 2018 qui démontrait que 11% des exploitations agricoles contrôlées étaient en situation frauduleuse. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent ne vont pas compter leurs heures, enfin, ils vont être dans une situation de précarité telle, ils ne vont pas connaître leurs droits parce que voilà, le droit du travail n'est pas harmonisé au niveau européen, parce qu'ils ne vont pas être syndiqués, parce que voilà. Donc ce statut porte en lui le vice, donc je pense qu'il faut le supprimer complètement et effectivement aller vers un vrai statut du travailleur saisonnier en agriculture, parce qu'on aura toujours besoin de travail saisonnier, avec le petit bémol que je mets, qui est que je vous ai dit que le besoin de main-d'œuvre en agriculture et ce manque de main-d'œuvre était structurel. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, 280 000 saisonniers qui travaillent dans l'agriculture en France, quand l'INSEE nous dit qu'en gros, chaque jour, il y a 110 000 saisonniers présents dans l'agriculture en France, ça veut dire que ça ne répond pas qu'à un besoin ponctuel. C'est un besoin qui est là, qui est latent, et on ne les emploie de manière saisonnière que parce que les agriculteurs consentent à des journées infernales le reste de l'année. Vous avez conscience que les agriculteurs peuvent travailler 50, 60, 70 heures par semaine quand il y a besoin. Donc, le besoin en main-d'œuvre dans l'agriculture, il est structurel, il est présent. Ce n'est pas que lié à la saisonnalité de la production. Et donc, il faut vraiment soutenir une politique de l'emploi dans l'agriculture. On pourrait très facilement créer 300 000, 400 000 emplois de plus dans l'agriculture. On en a besoin. Ça soulagerait les agriculteurs. Ça permettrait de faire une agriculture de meilleure qualité. Et pour ça, il faut mieux rémunérer le travail agricole. Et donc, ça veut dire mieux répartir les aides européennes. Ça veut dire changer leur attribution. Donc, notamment, ne pas payer un agriculteur pour juste posséder des terres, mais le payer pour les services qu'il rend à la société, parce qu'il n'utilise pas de pesticides, on va le rémunérer pour ça, pour produire sans pesticides, on va le rémunérer pour planter des arbres en agroforesterie, on va le rémunérer pour ce qu'on appelle les services environnementaux. Et puis après, c'est ce que je disais, on va encadrer aussi les marchés, on va les réguler, on va faire en sorte que la valeur ajoutée soit mieux répartie au sein des filières par la loi, par la régulation des marchés pour éviter la surproduction. Ça, c'est tout ce qui est politique de quotas, par les prix minimums. Voilà. On a tout un panel d'instruments de marché qu'on peut mobiliser pour augmenter les revenus agricoles, pour augmenter la rémunération du travail. Et bien sûr, il y a le protectionnisme au niveau européen ou au niveau national. Et juste pour finir là-dessus, l'Union européenne est le seul espace économique au monde qui ne se protège pas. La Chine, qui est quand même très bien intégrée sur les marchés internationaux, pas forcément pour l'agriculture. La Chine protège son marché agricole, ce qui fait que le prix du blé sur le marché chinois est le double de celui sur le marché européen. Voilà. Donc, si on doublait le prix du blé européen, c'est-à-dire en gros, si on mettait des protections aux frontières pour éviter que, en gros, le blé qu'on exporte soit payé le même prix que le blé qu'on consomme localement, eh ben, ça permettrait aux agriculteurs de transformer leur système, d'investir pour se passer du glyphosate, mieux se rémunérer. Et la hausse du prix du blé, même le doublement du prix du blé, du point de vue du consommateur, ce serait que très peu perçu, tellement la part de la matière première dans le prix de la baguette de pain est faible. C'est bien ça la notion de partage de la valeur ajoutée. Il va falloir que les intermédiaires rongent un petit peu leur... Mais on peut très bien augmenter la rémunération pour les agriculteurs sans forcément augmenter le prix pour le consommateur. Ça va dépendre des produits, mais par exemple sur le blé, sur le pain, c'est parfaitement possible. J'espère avoir répondu à peu près aux questions. Il y avait tout. J'ai une autre question par Internet.
En attendant qu'il soit possible d'obtenir l'augmentation du prix horaire agricole en Espagne, comment en France peut-on soutenir les emplois agricoles? Alors, une des propositions, c'est par exemple prise en compte d'une part du salaire ou d'une part des cotisations sociales en contrepartie de travail d'intérêt général lié à l'agriculture. Alors, c'est peut-être ce que vous avez évoqué tout à l'heure pour la participation à la biodiversité, mais peut-être que vous pourriez préciser davantage ces notions. Ouais, ça peut être ça. Alors, la question on va dire du surcoût de main-d'œuvre doit être gérée par ce que je disais sur le partage de la valeur ajoutée au sein des filières. Il doit être géré aussi par une autre répartition des aides qui rémunère le travail et pas le capital. Aujourd'hui, les agriculteurs capitalisent de la terre. Et donc, effectivement, ça peut être aussi cette notion de services écosystémiques et de paiement pour services environnementaux. Services environnementaux. Paiement pour services environnementaux qui valorise le fait que, par exemple, un maraîcher qui produit sans pesticides ou sans herbicides, il va devoir désherber mécaniquement, désherber à la main. Ça va demander plus de temps. Et donc, il va falloir le rémunérer pour cela. Ça peut être aussi, on peut envisager effectivement une baisse ponctuelle de cotisations sociales. Bon, il ne faut pas que ça soit évidemment au détriment du salarié. Il faut bien que ce soit à droits sociaux constants. Mais il est bien évident que l'agriculture est un secteur très particulier du point de vue du travail. Et il y a tout un travail à faire sur les cotisations sociales agricoles aussi. Parce que les cotisations à la MSA sont très, très variables, et ce qui fait que la couverture sociale des agriculteurs est très mauvaise, notamment les retraites sont catastrophiques. Donc, c'est vraiment, quand je parle d'augmentation de rémunération du travail agricole, c'est le salaire dans son ensemble, c'est bien le salaire direct, mais aussi le salaire indirect. Parce que les agriculteurs ont besoin de cotiser aussi à la sécurité sociale. Oui, vous avez la parole, Madame Eren. Est-ce que vous pensez aussi que ça passe peut-être aussi par une reconnaissance du travail agricole chez le consommateur, en fait, chez le fait que aujourd'hui, en fait, justement, on a peut-être des prix très bas qui font aussi qu'on a une perte de la valeur de ce que représente en tant que valeur vitale, mais aussi enfin, en tant que valeur humaine de travail, justement, mais aussi environnementale, le produit en tant que tel, et du coup aussi le travail agricole qu'il y a derrière. Et est-ce que c'est pas une reconnaissance sociale qui est importante, donc passer par une éducation en fait des consommateurs et qui peut être aussi un enjeu important. Je ne sais pas si vous pouvez développer un peu sur ça. Il y a deux questions. Il y a la question de la reconnaissance du travail agricole et puis de la qualité des produits. Et après, il y a le statut de l'alimentation et la part du budget consacré. Alors, pourquoi est-ce que les produits sous label sont plus chers que les produits standards, et pourquoi il y a une plus grande part de la valeur ajoutée qui va à l'agriculteur? C'est parce que c'est une logique de reconnaissance de la qualité, justement. Précisément, alors que ce soit un label direct comme le label bio, le label rouge, les AOP, différents fromages AOP, le comté, etc. Où le comté, le prix du lait, c'est 450-500 euros les 1000 litres, alors que le prix du lait standard, c'est 290-350 les 1000 litres. Mais les agriculteurs en zone comté s'imposent des contraintes supplémentaires qui augmentent la qualité de leur production, la qualité nutritionnelle, la qualité environnementale. Donc c'est vraiment cet équilibre-là, et le consommateur est prêt à payer plus cher un produit d'exception. C'est évident. C'est évident. Donc le statut de l'alimentation, oui, c'est la question majeure, et la question de l'éducation à l'alimentation, elle est primordiale. Il n'est pas normal de ne pas payer cher sa bouffe. Quand la bouffe n'est pas chère, c'est qu'il y a un loup. C'est que vous allez la payer autrement. Vous allez la payer parce que voilà, vous allez être exposé à des additifs et à des pesticides qui vont potentiellement, sur le long terme, vous poser des maladies chroniques.
Et les maladies chroniques liées aux pollutions, que ce soit la pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des aliments, c'est 66% des dépenses de la sécurité sociale. Donc, ça coûte très cher, en fait. Donc, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Parce que le consommateur qui mange bio aujourd'hui, quelque part, c'est l'agronome Jacques Capla qui utilise cette expression, il dit qu'il paye 2 fois. Il paye plus cher son alimentation qui est produite comme il faut, et il paye aussi avec ses impôts la dépollution de l'eau. Et donc, l'enjeu, c'est de payer qu'une seule fois. Donc, avec une logique de sécurité sociale de l'alimentation ou avec une logique d'augmentation générale des salaires, on va payer qu'une seule fois. Donc, certes, sur la facture, on va payer plus cher, donc soit avec des cotisations, soit avec du salaire direct, mais derrière, la société s'en portera beaucoup mieux, on n'aura pas les coûts cachés, ce qu'on appelle les coûts cachés. Donc, sur la part du budget consacré à l'alimentation, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de porter la logique de dire qu'il faut consacrer plus de budget à bien manger. C'est assez important. Maintenant, il faut bien avoir en tête aussi que beaucoup de gens n'ont pas les moyens aujourd'hui d'augmenter la part consacrée à l'alimentation. Et c'est pour ça qu'une politique de transformation écologique de notre système agricole, système alimentaire, dans la définition que j'ai donnée initialement, elle ne se fera pas sans remise en question du partage des richesses de la société et sur la question des salaires, que ce soit les salaires directs ou les cotisations. Donc, c'est en cela que la Confédération paysanne a une position très intéressante, c'est un syndicat engagé sur les questions alimentaires et ils réfléchissent à comment faire en sorte que eux puissent être bien rémunérés, mais aussi comment faire en sorte que les consommateurs, les mangeurs français puissent accéder à une alimentation de qualité. Et donc voilà, c'est très intéressant comme réflexion, il faut les formaliser. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent dans ce sens. Quand les gens consomment en AMAP, ils vont chercher le contact direct et ils vont chercher la reconnaissance du produit directement. Donc voilà, ce n'est pas que les labels, c'est aussi la vente directe, c'est tout ça. J'ai une autre question. Si les cantines se mettaient toutes à acheter et consommer local, bio, français, qu'est-ce que cela pourrait changer dans notre système? Tout. Ça pourrait tout changer parce que vous savez, ce dont on a besoin pour mettre en place une grande politique, et la transformation agroécologique, c'est une grande politique, on a besoin de volants d'entraînement. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer que si, d'un seul coup, ça ne marchera pas, parce que l'offre ne suivrait pas. Mais si on avait une politique nationale qui accompagnait les agriculteurs dans la transformation et les collectivités locales de l'autre bout qui s'engagent à leur acheter leur production en label bio, par exemple, on mettrait un coup d'accélérateur aux conversions vers la bio. Ça, c'est évident. C'est évident. Les motivations de la conversion vers la bio, ce n'est pas que l'environnement, la santé. C'est aussi beaucoup la rémunération. Alors, on peut regretter une forme d'opportunisme, mais c'est une motivation comme une autre. Et c'est une motivation qui est vraiment légitime. Il ne faut pas nier l'importance de cette motivation, celle des prix et de la rémunération. Donc, en engageant une grande politique de transformation de la restauration collective, notamment les cantines scolaires, vers une production bio et au maximum local, c'est vraiment important pour entamer une conversion générale de l'agriculture. Bon, j'ai un message personnel pour vous de la part de Yannick Sarré qui vous dit bonjour Romain. C'est gentil. Bonjour. Hey, je voudrais peut-être dire un mot. Romain, tout ce que tu as dit est très clair et très important. Je pense que le secteur alimentaire, agricole et alimentaire, je pense que c'est le bon secteur pour politiquement changer de logique. C'est-à-dire que, et en plus qui réunit énormément de monde, énormément de professions.
comment passer de la logique de la fixation du prix par les marchés mondiaux à une élaboration des prix en fonction de la réalité des coûts de production qu'on a, nous, c'est-à-dire passer de la logique du libre-échange et des marchés mondiaux, donc du néolibéralisme, à une politique qui satisfait les besoins à la fois d'abord des consommateurs, de l'ensemble des citoyens qui permettent de vivre aux producteurs à toute la chaîne de production jusqu'à la consommation. À partir du virus, à partir de l'épidémie, je crois qu'on peut partir de là en disant que on aurait eu beaucoup plus de résistance à la diffusion de la maladie si on avait une alimentation généralisée qui soit de meilleure qualité et qui ne soit pas soumise aux intérêts actuels de l'industrie agroalimentaire. Parce que cette industrie elle fait baisser les coûts, mais par contre, au niveau de la qualité, elle fait baisser le niveau de résistance, de l'immunité par rapport au virus. Et donc, globalement, je pense que c'est une approche qui serait intéressante pour faire passer d'une logique à l'autre. Bon, alors ça, c'est un point, et je pense qu'on devrait, on devrait trouver le moyen de rapprocher des représentants professionnels des producteurs jusqu'aux consommateurs en passant par la transformation, la distribution, etc. Mais d'abord entre les producteurs et les consommateurs et à travers ça les citoyens eux-mêmes pour faire l'arbitrage au niveau de la politique à mettre en œuvre qui soit différente de la logique marchande financière néolibérale dans laquelle on est. Donc moi, la question, c'est comment on peut passer des constats individuels qu'on fait à une démarche politique d'ensemble, mais qui s'appuie sur les citoyens et à travers les citoyens, les différentes professions, pour associer tout le monde et que ça soit une démarche d'ensemble du pays, parce que derrière ça, moi je vois qu'on a un problème qui est le fait que depuis 50 ans, c'est depuis le début, depuis 62, la décision est prise que c'est l'Europe, l'Union européenne, qui en fait conduit la politique agricole européenne. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à reprendre le manche au niveau d'une politique agricole et alimentaire à partir des analyses et des besoins de politique nationale. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme à la discussion au niveau européen. Ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer le rapport de force en partant de l'élaboration d'une politique agricole et alimentaire au niveau national, de se mettre d'accord au niveau des citoyens et dans le cadre d'un rapport de force pour ensuite faire passer un changement d'orientation au niveau européen et ne pas attendre de l'Europe telle qu'elle est qu'elle nous apporte un changement d'orientation politique. Il faut que ça parte d'une décision, c'est fondamentalement le rôle des politiques, mais ils ont perdu le manche en la laissant volontairement aux néolibéraux et au marché. Et il faut que les politiques reprennent le contrôle, reprennent la maîtrise.
Et nous devons rassembler les Français sur cet objectif. C'est un problème de souveraineté alimentaire d'abord et de souveraineté politique plus généralement. J'ai d'autres questions aussi qui me sont parvenues. Alors, a-t-on des simulations sur les potentialités ou les potentiels d'un développement rapide des circuits directs et courts, et si toutes les communes créent des plateformes locales de commande et de commercialisation? Ça, c'est la première question. Deuxième question, et si on crée un mouvement de consommateurs pour retrouver notre souveraineté alimentaire, la juste répartition dans la chaîne, j'imagine dans la chaîne de production et la chaîne de valeur, et en faveur du bio et de la qualité? Car en fait, ça c'est toujours dans la même question, ce sont toujours les agriculteurs qui se font entendre, parce qu'ils sont organisés à titre professionnel. On pourrait dénoncer les abus des intermédiaires et un mouvement populaire, par exemple, pourrait mettre en lien directement les producteurs et les consommateurs dans les quartiers populaires. Alors, ça va dans le sens de ce que j'allais vous dire. Tout à l'heure, on a évoqué la difficulté des débouchés pour les producteurs locaux. On a vu deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a autorisé à ce que les AMAP continuent pour permettre fourniture pour les consommateurs et vente pour les producteurs. Et ça a impliqué que le producteur soit déjà intégré dans une AMAP, ce qui n'est pas le cas de tous les producteurs. On a vu un autre exemple, Rungis, au bout de quelques temps, a créé une plateforme de commande par Internet. Mais le ticket d'entrée était quand même élevé, c'est-à-dire qu'au départ, il fallait consommer 80 €, après c'est descendu à 45 € pour pouvoir avoir la livraison à domicile. Ce sont des sommes très très élevées pour la plupart des gens. Deuxième point. On a vu que dans certaines communes rurales avaient été mis en place des services au dernier kilomètre. Qu'est-ce que c'était? C'est-à-dire qu'en lien avec des associations et des acteurs locaux, sous différentes formes, ils centralisaient en fait le lieu de livraison des commandes ou dans un local communal ou à l'hôtel de ville en lui-même ou dans un local associatif, et c'était organisé en rotation entre les différents partenaires, communes, associations et particuliers, citoyens engagés, pour que en fait, la livraison du point central de livraison des producteurs soit distribuée aux différents consommateurs. Donc, est-ce que vous pourriez évoquer aussi cet aspect de maintenance du débouché et en fait de la fourniture, et en réalité de la résilience du système de débouché et d'accès aux produits de consommation? Il y a de nouveau énormément de choses en réalité là, dans tout ce qui vient d'être dit, dans ce que Michel a dit, dans la question posée sur Facebook. Ça me semble je vais repartir de ce que disait Michel sur la qualité de notre alimentation. C'est vrai que beaucoup de citoyens ont une approche, abordent la question de l'agriculture par la question alimentaire, ce qui est normal, puisque comme on est de moins en moins en lien direct avec la chose agricole, notre lien, c'est notre assiette et ce qu'on y met dedans. C'est vrai que la qualité nutritionnelle à la fois des aliments eux-mêmes et à la fois de nos régimes alimentaires au sens général, cette qualité-là a baissé. Et rien de nouveau depuis Hippocrate, notre régime alimentaire il est pour beaucoup pour notre bonne santé. Et ce qu'explique notamment un chercheur de l'INRA, Anthony Fardet, qui est chercheur en nutrition, en alimentation, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, les régimes alimentaires ne permettent pas de vivre vu en bonne santé.
on vit vieux, mais pas en bonne santé. C'est-à-dire que si on continue tant bien que mal de vieillir, c'est parce qu'on est sous médicaments, parce que voilà, on arrive à gérer les maladies chroniques comme on peut. Mais on n'est pas en bonne santé. Et donc, l'enjeu de la transformation de notre régime alimentaire, notamment en enlevant les pesticides, en enlevant les additifs qui sont dangereux, en remettant des fruits et légumes, en remettant des légumineuses, etc., des protéines végétales, c'est de permettre de vivre longtemps en bonne santé. Donc, il y a un enjeu vraiment de santé publique. Et on peut repartir de ça. Et à partir de là, la notion de sécurité sociale de l'alimentation peut prendre son sens parce que les citoyens peuvent être gestionnaires du système alimentaire à travers cette logique de sécurité sociale. Maintenant, l'implication des citoyens doit aussi se faire au niveau de la production agricole elle-même. Ça peut passer, c'est une démarche qui est assez classique dans certains labels bio, ça peut passer par des systèmes participatifs de garantie, on appelle ça comme ça. Tout simplement, c'est quoi? C'est que le label n'est pas seulement fait par un technicien, ce qui est le cas aujourd'hui. Par exemple, le label bio peut être délivré par plusieurs entreprises privées qui emploient des techniciens qui vont vérifier si la ferme coche le cahier des charges. Le système participatif de garantie propose qu'il y ait un panel de consommateurs qui viennent vérifier par lui-même si les garanties sont bien remplies. Donc là, c'est une application directe des consommateurs dans la gestion de la production agricole et dans la confiance qu'il y a entre producteurs et consommateurs. Donc ça peut être un des outils pour permettre l'application de tout le monde sur la question agricole. Mais tout ça, en fait, selon moi, hein, si l'on veut répondre à l'urgence et vraiment accélérer cette transformation, ça doit être accompagné d'un grand chamboulement politique au niveau européen. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle a ce qu'on appelle une vocation exportatrice, c'est-à-dire qu'on produit pour exporter. Et il y a un problème de crédibilité quand on va parler avec les agriculteurs. Beaucoup ne croient pas ou ne voient pas comment est-ce qu'ils pourraient écouler leur production sur les marchés locaux. Ils produisent tellement sur leur ferme par unité de production qu'ils ne voient pas comment ils pourraient écouler ça localement. Et pour partie, ils ont raison. Ils ont raison. C'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir sur la transformation et sur des circuits de distribution un peu plus longs. On ne va pas avoir que des circuits courts. Beaucoup d'agriculteurs n'auront jamais envie d'être aussi des commerçants. Il faut bien comprendre qu'un circuit court, faire de la vente directe, c'est être agriculteur, éleveur, c'est être peut-être transformateur, paysan boulanger par exemple, et c'est aussi être commerçant. C'est faire 3 métiers en un. Bon, donc c'est très bien, il faut soutenir ce genre d'initiative, mais je veux dire, tous les agriculteurs ne feront pas ça. Donc il y aura toujours ce qu'on appelle des circuits longs, avec des intermédiaires, des transformateurs, de la distribution, mais avec cette idée que on ne fait pas n'importe quoi et qu'effectivement, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire et donc qu'il faut que les politiques nationales prennent place dans le cadre national et valorisent la relocalisation des productions. Au niveau des territoires, il y a un enjeu d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut être capable de produire 15, 30, peut-être plus % de son alimentation au niveau d'un territoire, au cas où il y ait des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Ça ne veut pas dire être en autarcie, ça ne veut pas dire 100%, mais ça veut dire avoir des filets de sécurité pour pouvoir se nourrir le plus localement possible. Et donc ça passe par la rediversification des territoires. Ça veut dire remettre des céréales en moyenne montagne. Il y en avait avant. Certes, elles vont être moins productives que dans les plaines céréalières, mais c'est utile. Et remettre de l'élevage dans les plaines céréalières. Et au niveau national, on a aussi la main sur les politiques de stockage. C'est-à-dire qu'il faut construire des stocks stratégiques au niveau national. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on reprend la main. Au niveau national, souveraineté alimentaire, c'est-à-dire à la fois l'aspect démocratique que je viens de dire à l'instant et la relocalisation des productions. Au niveau des territoires, l'autonomie au maximum, en tout cas une part d'autonomie. Et après, au niveau européen, on peut très bien avoir des politiques
d'accompagnement, de solidarité. Et notamment, on peut très bien imaginer un fonds de mutualisation, un fonds de solidarité européen face aux risques climatiques, où chaque État abonde en fonction de ses moyens et où après on redistribue selon les besoins des agriculteurs. Voilà, on a plein de solutions, d'articulation de décisions très politiques au niveau européen, mais aussi d'implication très locale des citoyens. Donc, pour répondre sur la question du mouvement de consommateurs, il y a déjà des mouvements de consommateurs qui existent, hein. Il n'y a pas rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir du consommateur est extrêmement faible en réalité, justement du fait du manque de crédibilité qu'il y a à dire à un agriculteur mais vous pourriez écouler votre production localement. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui politiquement, mais Jean-Baptiste Moreau, le député LREM de la Creuse, qui est agriculteur, éleveur, utilise cet exemple et dit qu'il y a plus de vaches que d'habitants en Creuse. Donc, ça veut dire que la Creuse va forcément exporter de la viande ailleurs. Oui, d'accord, ok. Mais la Creuse pourrait aussi se diversifier un peu plus. On pourra avoir des fruits et légumes, de l'arboriculture, on pourra avoir un peu de grandes cultures en Creuse, tout comme on peut l'avoir dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal. Voilà. Certes, ça nécessite de sortir tout ça de la logique de marché, parce qu'on ne va pas mettre en concurrence une céréale produite en altitude et une céréale produite en plaine. Donc, c'est de logique de coopération, mais c'est tout à fait possible du point de vue agronomique et tout à fait souhaitable du point de vue de la sécurité alimentaire. Et enfin, sur ce qui était dit sur la continuité de l'approvisionnement alimentaire et l'accès à l'alimentation, c'est un vrai problème, effectivement. Moi, j'avais plaidé pour que les services de l'État s'impliquent pour organiser localement avec les CCAS, avec les associations, avec les producteurs aussi, ces chaînes de solidarité. Et notamment, on a vu des agriculteurs changer leur mode de commercialisation de manière assez rapide pour s'adapter à tout ça. Mais ça, ce n'est possible que si vous êtes relativement souple dans votre système d'exploitation. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes en Bretagne, que vous élevez des poulets qui sont élevés ce qu'on appelle par bande, c'est-à-dire que ça rentre dans le bâtiment, c'est élevé tant de jours, 18, 20 jours, et ça sort en même temps. Ça rentre, ça a le même stade de croissance tout le temps, et ça sort en même temps. Il est bien évident que le marché local ne peut pas absorber ce genre de poule où il y a beaucoup d'un coup. Donc, tous les systèmes ne peuvent pas s'adapter autant que les petits systèmes paysans. Les petites fermes, c'est vrai, sont plus flexibles de ce point de vue-là. Je ne suis pas un adepte de la flexibilité sur le marché du travail, mais agronomiquement, pour la gestion d'un système économique, être souple dans ses baskets, c'est plutôt positif. Donc, il faut voir ça aussi que tout le monde, tous les agriculteurs ne peuvent pas s'adapter à court terme de cette manière. Et d'ailleurs, les marchés, les spéculateurs, les industriels en jouent, puisque plus un agriculteur conserve une bête sur sa ferme, plus ça lui coûte cher et moins il peut espérer de gains derrière. Donc, c'est ce qui souvent fait que les agriculteurs acceptent de vendre à un prix faible parce qu'ils ne savent pas si demain le prix aura augmenté. Ils ne savent pas s'ils pourront gagner plus en réalité. Merci. J'ai deux questions. Alors, comment l'État peut-il encadrer le tarif alimentaire lorsque se rencontre un très léger écart de prix sur certains aliments et une hausse importante sur les mêmes produits en grande surface? Voilà. Et j'ai une autre question. Alors, parmi les productions qui polluent, le coton pollue énormément. A-t-on réfléchi au développement d'autres fibres textiles qui pourraient le remplacer? Par exemple, le lin, me dit-on. Est-ce qu'il y a d'autres cultures possibles? On m'a ajouté, est-ce qu'on ne pourrait pas développer le cannabis ou le chanvre, quitte à en consommer autant qu'il soit produit localement? Et a-t-on des estimations de ce que cela permettrait en emploi agricole? Non pas le cannabis, mais d'utiliser des fibres
textile moins polluante que le coton, et les alternatives biologiques, puisqu'il existe déjà des alternatives synthétiques. Ouais. J'espère que j'ai bien compris la première question. Il me semble avoir compris comme ça. Enfin, si ce n'est pas le cas, il faut m'arrêter tout de suite. La question est, comment est-ce qu'on encadre les prix en sachant que quand, par exemple, il y a une hausse du prix au rayon pour le consommateur, ce n'est pas forcément une hausse pour le prix payé au producteur. Est-ce que c'est ça la question? En fait, j'ai l'impression que la question, c'est quand il y a un petit écart de coût de production et qu'en fait, il y a un effet d'agrandissement, il y a une sur-hausse au prix dans les grandes surfaces. Effectivement, ça c'est la question du coefficient multiplicateur. Et encadrer le coefficient multiplicateur, c'est un moyen d'encadrer les marges, de réguler les marges des intermédiaires, des transformateurs et de la grande distribution. Alors, en réalité, le prix des matières premières agricoles varie tout le temps. Les marchés agricoles ne sont absolument pas stables. Il peut y avoir des écarts très très importants. Le prix du blé peut varier de plusieurs dizaines d'euros par tonne d'une année sur l'autre, voire d'un mois sur l'autre, voire d'un jour sur l'autre. Parce que les marchés agricoles ne sont absolument pas parfaits, ne sont absolument pas concurrentiels au sens où les libéraux l'entendent. Donc en réalité, il y a en permanence des variations de prix de matières premières et ça ne se ressent absolument pas à la consommation parce que au bout de la chaîne, ils ont leur prix de vente et puis voilà. Donc effectivement, c'est pour ça que je ne suis pas favorable à ce qu'on continue une politique de baisse des prix parce qu'il y a un moment où le consommateur n'est plus du tout gagnant dans cette affaire. Donc voilà, effectivement, la chaîne de valeur absorbe les variations minimes de prix. C'est évident. Il n'y a pas forcément besoin de légiférer là-dessus, c'est déjà le cas. C'est vraiment sur la répartition de la valeur ajoutée qu'il faut intervenir en premier lieu. Alors sur le coton, alors il y a des cultures de coton qui pour le oui, il y a aussi du coton bio qui est produit, hein. Mais le coton, effectivement, il est importé. Point de vue environnemental, on peut regretter ça. Je ne pense pas qu'on se passera complètement du coton, hein. Mais il y a d'autres fibres, effectivement, textiles qui peuvent être utilisées. Et pas que d'origine végétale. Moi, je pense notamment à la laine de mouton, hein. La laine de mouton qui est un produit extrêmement noble, mais comme on a sélectionné la race de mouton plus pour la viande ou pour le lait, pour la viande plus exactement, on a perdu des qualités de laine. Et du coup, quand on veut vraiment produire de la laine, c'est des moutons à laine type mérinos, où là ça coûte très très cher. Mais on arrive à faire de très bons vêtements en laine avec des races noires du velay ou ce genre de choses. Donc moi, je suis assez partisan de la laine pour fabriquer des vêtements, pour l'isolation des bâtiments aussi, hein. Voilà, donc l'agriculture peut effectivement produire autre chose que de l'alimentation, tout à fait juste. Ce sont souvent ce qu'on appelle des coproduits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi bien valorisés que le produit agricole lui-même. Mais l'agriculture a évidemment un rôle à jouer là-dessus. Bien, et en fait, la question c'est est-ce qu'il y a des estimations sur ce que cela permettrait de développer en termes d'emploi agricole si il y avait justement la mise en place ou de valorisation des coproduits dont vous venez de parler et une politique de développement de ces coproduits. En termes d'emploi, c'est difficile à dire parce que pour le coup, il y a vraiment des coefficients multiplicateurs qui sont importants. Vous savez qu'on a tendance à dire qu'un agriculteur fait vivre 7 personnes dans le pays, donc c'est assez important. Les coproduits, je ne dirais pas que c'est ça qui va générer beaucoup d'emplois. Ça va générer de l'emploi, par exemple, pour les entreprises artisanales ou industries qui vont se mettre à transformer la laine. Ça, c'est vrai.
Mais c'est surtout sur l'emploi agricole lui-même où le fait de faire une production écologique, ça va générer beaucoup d'emplois directs. On estime globalement que si on veut faire une agriculture écologique, il faudrait au moins 300 000 paysans de plus d'ici 10 ans. Donc c'est énorme. Et après, par effet boule de neige, effectivement, de la transformation, si on a des petites unités de production, de transformation locale, ça génère beaucoup plus d'emplois qu'une grosse unité industrielle, c'est sûr. Après, j'ai pas de. Peut-être qu'il y a des chiffrages. Moi, je les ai pas en tête, surtout sur la question des coproduits, qui est quand même très précise. Moi, je n'ai pas de chiffres en tête. Autre question qui est un peu polémique. On assiste à, depuis 2 ou 3 ans, de grandes campagnes nous expliquant qu'en fait, on devrait tous devenir végétariens, végétaliens, véganes. Je ne vais pas aborder la question de la santé humaine, puisque ce n'est pas le sujet, mais pour des raisons en fait écologiques. C'est-à-dire que les élevages produiraient énormément de méthane, donc de dioxyde de carbone, donc de gaz à effet de serre, et qu'en fait, notre régime carné serait en partie responsable de la disparition de la couche d'ozone et en fait des cancers de la peau. Ce n'est pas tout à fait dit comme ça, mais quel est votre point de vue sur ces arguments qui se veulent scientifiques? Et puis, alors peut-être un dernier tour d'intervention pour nos participants, s'ils le souhaitent, et puis vos conclusions, le temps avançant. Je vous remercie. Pas d'autres théories? Pas d'autres demandes de prise de parole? Non. Moi, je vais répondre sur ça. Puis, je vais rentrer moi-même dans la polémique directement, puis après je vais préciser. Il n'y a pas d'agroécologie possible sans élevage. Voilà. Si vous voulez une agriculture écologique, vous ne pouvez pas vous passer des productions animales. Pourquoi? Parce que, notamment, c'est vrai pour aussi les monogastriques, mais les ruminants produisent du fumier et valorisent des espaces qu'on ne pourrait pas valoriser efficacement par des productions végétales. Il n'y a qu'à voir le pastoralisme dans les Pyrénées, par exemple, ou les prairies d'altitude en moyenne montagne. Le plus efficace, c'est d'y faire pâturer des animaux. Et après, ces animaux permettent de produire du fumier qui vont alimenter l'humus, le sol, et augmenter sa fertilité, renouveler sa fertilité. C'est-à-dire que l'élevage permet de reboucler les cycles naturels, ce que ne permet pas de faire un système agricole sans élevage. C'est pour ça que je suis favorable à la réintégration, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'élevage dans les plaines céréalières. Vous allez chez un maraîcher bio, il utilise beaucoup de fumier, beaucoup de fumure animale pour augmenter ses rendements. Donc, pour le coup, une agriculture végétale n'est pas possible agronomiquement, à moins d'utiliser de la chimie. Voilà. Avec tout ce que ça comporte comme problème. Après, donc, sur les impacts de l'élevage, faut différencier beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite publicité. Dans quelques jours, le laboratoire d'idées UTA va sortir une note spécifique sur l'élevage. Donc, tous les éléments seront précisément dans cette note. Et pour résumer, ce qui pose problème, c'est bien sûr les conditions d'élevage des animaux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de ferme-usine, on veut des animaux qui ont accès à l'extérieur. C'est évidemment, j'ai envie de dire, d'un point de vue éthique, mais c'est aussi d'un point de vue technique et de qualité de la production. Je vais prendre 2 exemples. Une vache, c'est un ruminant, ça mange de l'herbe. Ça a plus d'intérêt de lui faire pâturer une prairie que de lui donner du maïs. Le maïs pouvant être mangé par un humain. Par contre, la vache, elle va valoriser cette herbe qu'on ne peut pas digérer, parce
que ici, autour de cette table, et puis ailleurs dans le monde, aucun être humain ne digère la cellulose. Elle va transformer, la vache, cette herbe, cette cellulose, en protéines valorisables par l'homme, en énergie valorisable par l'homme. Donc, c'est efficace de ce point de vue-là. Ensuite, si on va sur les monogastriques, donc tout ce qui est porc, volaille, là, ils vont manger des céréales. Donc, ça a deux intérêts malgré tout. Ces élevages doivent être intégrés au reste de l'agriculture, c'est-à-dire ils vont valoriser des déchets, des coproduits, par exemple le son issu de la transformation du blé en farine, les surplus de céréales, ça peut être aussi un moyen de gérer les surplus et d'éviter que ça inonde le marché. Voilà. Et pareil, ça transforme cette énergie et cette protéine végétale en énergie et protéines animales qui sont de bonne qualité. Donc, vous comprenez que ça dépend donc de l'alimentation des animaux eux-mêmes. Ça n'a aucun intérêt, ça a très peu d'intérêt de nourrir exclusivement une vache au maïs et au soja OGM importé d'Amérique latine. Et c'est ça qui pose problème. Ça n'a aucun intérêt d'enfermer une vache. Ça n'a non plus aucun intérêt d'enfermer une poule. Une poule, elle est très utile quand on la met sous des pommiers, par exemple. Elle va gambader, elle va nettoyer un peu, elle va gérer l'herbe et elle va manger les carpocarpes, qui sont les larves qui vont après monter dans l'arbre et bouffer les pommes. Et en plus, elle va produire des œufs et elle produira de la viande. Donc l'élevage intégré à l'agriculture, il est plus qu'indispensable pour se passer des engrais chimiques et des pesticides. Il est indispensable aussi pour intégrer des jachères dans les rotations, c'est-à-dire ces périodes d'1 ou 2 ans où la terre va se reposer et où on va faire pâturer éventuellement des bêtes sur ces jachères. Va être utile aussi pour intégrer en tête de rotation des luzernes qui permettent de charger le sol en azote. Et la luzerne, ce n'est pas nous qui la mangeons, c'est les ruminants, c'est les vaches. Donc, on a besoin de l'élevage pour se passer de ces mécanismes de l'agrochimie. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils sont élevés. Moi, je suis favorable à ce que les animaux aient bien sûr accès au plein air et à quelle quantité on mange ces produits animaux. C'est évident qu'à la quantité que l'on mange actuellement, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas un régime alimentaire qui est généralisable. Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt des plus riches qui font ce qu'ils veulent et les pauvres derrière qui doivent compenser. Donc, si on veut un régime alimentaire durable, il faut réduire la part de protéines carnées que l'on mange, c'est tout à fait vrai. Et c'est aussi un besoin pour avoir un régime alimentaire plus équilibré, plus sain, parce qu'il y a un surplus. Manger trop de viande rouge, ça peut poser problème. Et encore une fois, ce que dit le chercheur Anthony Fardet de l'INRA, c'est que du point de vue de la durabilité des systèmes alimentaires et de l'équilibre des régimes alimentaires, on pourrait sans sourciller envisager de réduire de moitié la consommation de produits animaux. 50%. Donc, pas besoin de devenir végétarien. Ce n'est pas anodin du point de vue de la santé humaine, je ne détaille pas. Pour avoir des régimes alimentaires durables, on n'a pas besoin de devenir végétarien. On a besoin de l'élevage. Les produits animaux ont un intérêt nutritionnel. Une protéine végétale est moins riche qu'une protéine animale. Donc voilà, il faut replacer tout ça dans son contexte. Il faut le faire sans dogmatisme. Il faut le faire en ayant conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on prend la vie d'un animal, il ne faut pas le faire pour gaspiller après. Donc, il faut avoir ce respect de la production, de la naissance jusqu'à l'acte d'abattage. Et les éleveurs sont les premiers concernés par ça. Et je veux prendre le temps de mentionner l'initiative et le combat d'Émilie Janin, qui est éleveuse en Franche-Comté et qui est à l'initiative du premier abattoir mobile qui devrait voir le jour en France pour que l'animal soit abattu sur la ferme et qu'il ne soit pas brinque-ballé sur plusieurs centaines de kilomètres au mieux, voire plusieurs milliers de kilomètres pour aller être regressé ailleurs et tout ça. Donc, il faut avoir le respect de l'animal. L'acte d'abattage, la mise à mort n'est pas un acte anodin, ça peut embêter certaines personnes, ça n'embête pas tout le monde. Donc, je pense qu'il faut respecter ce degré de sensibilité différent. Il faut pouvoir, et je vais conclure là-dessus, dans la restauration collective, il faut pouvoir avoir accès, par exemple, à des régimes végétariens équilibrés,
Un régime végétarien, ce n'est pas un régime normal auquel on enlève le produit animal ou la viande. Ça demande de rééquilibrer les régimes parce que ce n'est pas anodin de se passer de la viande. Donc, il faut respecter tout ça. Et il y a de la place pour un régime végétarien, pour un régime flexitarien avec moins de produits animaux pour mieux. Voilà. Pour le coup, puisque l'agriculture, c'est concevoir un écosystème cultivé. La notion d'écosystème, elle est alliée avec la notion d'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Équilibre du système agricole, équilibre du système alimentaire. C'est ça qu'il faut avant tout respecter. C'est la notion d'équilibre en toute chose. Je vous remercie. Alors, vous avez eu des commentaires tout à fait favorables et voire dithyrambiques. Merci Romain, ça fait du bien de t'écouter, très clair et compréhensif pour le plus grand nombre. Porte-toi bien. Merci, un grand merci. D'autres merci. Donc, à mon tour, de vous remercier pour avoir participé à nos webinaires. Donc, je vous donne quelques dates. Donc, demain, c'est la journée internationale du droit des travailleuses et des travailleurs. Et donc, nous organisons un webinaire sur le droit du travail et Covid-19. Comment le droit du travail est-il appliqué ou inappliqué quand les juridictions chargées de la vérification de l'effectivité du droit sont suspendues, hein, avec Étienne Collin, avocat en droit du travail. Et le 4 mai, on va aborder un autre sujet, mais qui touche non pas à l'agriculture, mais à la ruralité, qui est le lieu où se place l'agriculture, puisque ce sera un webinaire le 4 mai sur quelle politique publique pour redévelopper la ruralité. La ruralité, ça n'est pas que les champs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous et portez-vous bien.